Bonjour à tous, nous continuons avec la découverte du peuple aztèque. Et dans cette capsule, nous verrons la structure sociale complexe de cet empire. Tout en haut de la hiérarchie sociale se trouvait l'empereur. Les Aztèques ont modifié leurs règles pour désigner le chef au cours de leur histoire. Ils ont probablement été influencés à leur arrivée sur les hauts plateaux du Mexique central par les autres peuples vivant dans cette ère qui avaient l'habitude de désigner un Tlatoani qui était le chef de la tribu. Il semble qu'à l'origine, les dirigeants aztèques étaient élus par une large assemblée, mais avec le temps, l'assemblée est devenue de plus en plus restreinte et à l'arrivée des Espagnols, celle-ci n'était plus composée que d'une centaine de membres. Si le dirigeant était élu, il ne venait pas de n'importe où. Tous les empereurs mexicas sont issus de la même famille. Les électeurs ne pouvaient choisir qu'entre les membres de la famille. Mais pour ceux qui craignent un manque de démocratie et un choix limité à un ou deux descendants, ne craignez pas un manque de candidats, mais plutôt un excès. Car la famille des dirigeants et des hautes classes était très nombreuse. Nezahualpilli, Texcoco, ayant par exemple pas moins de 40 épouses et 119 enfants. Vous pouvez vous imaginer le nombre de potentiels candidats à la succession, les 60 garçons, auxquels il faut ajouter les frères et parfois neveux et cousins. Lopez de Gomara, ayant la vue large et mêlant les concubines et les épouses, signale que Moctezuma aurait eu plus de 1000 femmes à sa disposition et parfois jusqu'à 150 d'entre elles enceintes au même moment. Cette pratique était une fragilité pour l'Empire, car à l'inverse des traditions d'autres peuples où le dirigeant tuait ses concurrents, les Aztèques n'en faisaient rien. Les perdants nourrissaient parfois un ressentiment. C'est le cas par exemple de Ixtlilxochitl, qui, ayant perdu, décida de s'allier avec Hernando Cortés contre l'un de ses frères. Le Tlatoani de Tenochtitlan était secondé par un Cihuacuatl qui pouvait remplacer l'empereur, mener des guerres et juger. Il était une sorte de vice-Tlatoani. Il était issu de la famille du premier d'entre eux, Tlacaeletzin. En dessous de l'empereur et du Cihuacuatl, on trouvait les 4 grands dignitaires qui avaient des fonctions importantes, et en particulier le Tlaquetecatl, qui commandait les guerriers de la cité et dont le dignitaire était souvent le successeur pressenti du Tlatoani. Il y avait également le Grand Conseil, appelé Tlatocan, qui devait être systématiquement consulté et qui pouvait refuser les propositions de l'empereur, bien que ce dernier puisse imposer sa volonté après 3 refus consécutifs de l'Assemblée. On trouvait ensuite un ensemble de fonctionnaires aux charges prestigieuses, puis la classe des religieux. Toutes les charges religieuses n'étaient pas aussi prestigieuses. Il y avait de nombreuses fonctions, bien sûr. Tout au sommet, on retrouvait les 2 prêtres principaux, appelés les serpents à plumes, puis les Mexicatl Teohuatzin, les prêtres supérieurs, comparables aux évêques européens, et les simples serviteurs d'un temple. Il faut ajouter à cette organisation que les religieux ne peuvent pas se marier, ne paient pas d'impôts, doivent s'infliger des jeûnes, des sacrifices et sont en charge de l'éducation des nouvelles générations. Ils ont une place importante dans la société aztèque. Néanmoins, ils ne peuvent pas prendre des décisions politiques, bien qu'ils soient représentés au sein du Tlatocan et que les prêtres supérieurs fassent partie de l'assemblée chargée de désigner le Tlatoani. L'autre classe qui ne payait pas d'impôts était la noblesse, dont les membres étaient appelés Tecurtli. La noblesse aztèque n'était pas complètement figée, mais de grandes familles dominaient la cité. Les nobles étaient avant tout des guerriers qui avaient eu de grands faits d'armes. Les Tecurtli ont des terres qui leur sont attribuées par l'empereur. Ces terres sont cultivées par des esclaves. Ils recevaient également des tributs en bijoux, vêtements, plumes, céramiques, et leurs palais ou maisons étaient entretenus par l'État. On leur attribuait également des scribes et des petits fonctionnaires qu'ils devaient diriger. En revanche, les artisans et commerçants devaient payer l'impôt et constituaient en quelque sorte la classe moyenne de la société aztèque. La classe des commerçants et artisans était en pleine expansion à l'époque de l'arrivée des conquistadores. Les conquêtes de l'Empire avaient permis de commercer et de spécialiser les productions dans des ateliers. Si le commerce de luxe était réservé aux Pochtecas, les productions d'orfèvrerie et de céramique étaient remarquables et faisaient la richesse de cette classe relativement récente. Le marché de Tenochtitlan était immense, peut-être le plus grand du monde, et parfaitement organisé, surveillé par les pouvoirs publics et les juges, et avec une grande diversité de produits. On utilisait comme monnaie d'échange le cacao
et les faux-monnayeurs qui tentaient de payer en fausses fèves de cacao étaient sévèrement punis. En dessous de cette classe, on trouvait le peuple, appelé Maseuatlin, composé de travailleurs agricoles, de scribes, de petits fonctionnaires, de chasseurs, des ouvriers des ateliers et bien d'autres fonctions. Ces derniers devaient aussi payer l'impôt et devaient participer au service militaire. La vie pouvait être dure pour les Maseuatlin. En effet, s'ils n'avaient pas eu la chance de bien être, ils pouvaient se consacrer à la vie des champs toute leur vie et se retrouver à la merci d'une disette, d'événements climatiques ou d'une mobilisation. Ils pouvaient également être appelés pour entretenir les infrastructures publiques comme les routes, l'entretien des canaux, les préparatifs de cérémonies et d'autres tâches annexes. Ils avaient néanmoins la possibilité de progresser par deux voies. La voie économique d'abord. En effet, lorsqu'ils se mariaient, les Maseuatlin recevaient des terres octroyées par le Calpulli, le chef local, qui pouvait servir de base à une amélioration de sa condition. Ils recevaient également des présents de l'empereur ou une partie des tribus demandées aux autres cités. La voie militaire ensuite. Si l'homme du peuple se distinguait au combat, il pouvait obtenir des distinctions honorifiques ou de nouvelles charges, et s'il parvenait à capturer 1 ou 4 hommes pour les sacrifier aux dieux, il montait en grade. Puis s'il était méritant et habile sur le champ de bataille, il pouvait devenir automitle. Il pouvait alors intégrer l'un des deux groupes militaires qui lui donneraient droit à l'aide permanente de l'empereur, soit les guerriers aigles, soit les guerriers jaguars. Enfin, la dernière classe était celle des esclaves. Il existait un esclavage permanent, un esclavage temporaire et un esclavage rituel. L'esclavage permanent était le plus dur, bien que le maître pouvait choisir, comme dans le cas de l'esclavage espagnol, de le libérer à la mort du maître, ou que dans certains cas, les empereurs décrétaient des libérations collectives d'esclaves. L'esclave pouvait être également racheté ou se marier à une femme libre. L'esclavage temporaire était lié à certains actes commis par des hommes libres. Par exemple, un voleur qui ne pouvait pas rembourser sa victime pouvait devenir esclave du second le temps de rembourser sa dette et son délit. Les personnes endettées pouvaient également être esclaves le temps de rembourser leur dette. Une fois la dette remboursée ou le délit réparé avec les intérêts afférents, ces individus redevenaient libres. En revanche, si le remboursement n'était pas effectué et après un temps variable en fonction des circonstances, l'esclave pouvait être revendu et devenir un esclave permanent ou rituel et être sacrifié aux dieux. Et pour conclure, je vous laisse méditer cet adage modifié pour l'occasion de Jean de La Fontaine et comment rembourser le prix au cœur si l'on m'en croit.